Bonjour à toi, c'est Gauthier pour la chaîne et le blog faisonslemur.com. Alors aujourd'hui, je change de format, premier code podcast pour moi, pour présenter un petit peu les enduits, pour voilà, donner 2-3 astuces pour bien réussir ces enduits d'intérieur ou d'extérieur d'ailleurs, à la chaux. Alors, voilà, ce podcast va traiter la chaux. Par contre, c'est quasiment la même chose pour la terre à quelques nuances près. Donc voilà, un autre contenu qui concernera plus précisément la terre. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de chaux. Par où commencer? Alors déjà, voilà, c'est mon premier podcast. Je fais ce format parce que c'est un format que j'utilise personnellement pas mal quand j'ai envie de m'instruire sur un sujet X ou Y, que j'ai envie d'écouter une conférence sans forcément rester derrière l'ordinateur. Donc voilà, des formats que j'amène avec moi, que j'écoute dans la voiture pas mal, que j'écoute en faisant éventuellement du sport, en faisant la vaisselle. Donc j'aime bien et je vais voir s'il y a une petite audience pour ce podcast. Si c'était le cas, et j'en suis pas tout à fait convaincu, et j'en reproduirai quelques-uns. Mais dans tous les cas, voilà, donc je demande ton indulgence, c'est la première, tu peux m'aider à m'améliorer également en laissant des commentaires, bien entendu, et puis plus je verrai de commentaires, plus je verrai que ce podcast a été suivi, et plus j'en ferai d'autres. Donc on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Réussir un enduit à la chaux, comment ça marche? Alors, qu'est-ce que j'entends par réussir son enduit? Donc, j'entends qu'on ait un enduit qui soit assez joli, hein, qui soit homogène, qui soit solide, qui soit résistant et qui tienne bien au support. Donc, qui évite de cloquer, qu'il n'y ait pas de cisaillement, de séparation ou bien d'enduit qui se casse la figure, parce que c'est toujours embêtant. Alors pour ça, il va falloir respecter quelques étapes. Il y a 3 étapes principales qui sont la pose du gopti, la pose de la couche de corps et la pose de l'enduit de finition. Donc sur ces 3 étapes, je vais revenir bien sûr en détail dessus. J'en rajouterai une 4e qui est la préparation du support. Pourquoi? Parce que c'est l'étape, à mon avis, la plus importante, puisqu'un support mal préparé, même si on fait un très bel enduit dessus, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? L'enduit va se décrocher à un moment donné et tout le travail pourrait être à refaire. Donc étape super importante, on prépare bien le support. Pour ce faire, on se munit d'une brosse, on enlève toutes les poussières, on mouille le support à excès, c'est-à-dire jusqu'à ce que, voilà, saturation. Si c'est de la pierre, ça ira assez vite. Par contre, si c'est un mur en pisé, par exemple, vous allez voir que le pisé absorbe beaucoup, donc il faut vraiment pas lésiner sur le mouillage du mur pour le préparer. Et 2 raisons de plus, si c'est un mur en briques. Alors les murs en briques, là, c'est vraiment impératif. Il faut le saturer d'eau un maximum parce que la brique, elle est très très gourmande en eau. Donc on l'a déjà remarqué que si on fait, si on jette un petit peu d'eau sur une brique, il y a une petite auréole humide qui va très très vite disparaître. Elle disparaît pas parce que l'eau est évaporée, mais parce que l'eau est littéralement absorbée par le matériau. Donc la terre cuite, ça demande beaucoup d'eau et pour cette raison, il faut vraiment que le support soit, comme j'ai déjà dit, saturé en eau. Donc n'hésitez pas à mouiller, n'hésitez pas à mouiller le jour d'avant. Voilà, le jour avant de poser l'enduit et remouiller juste avant de poser l'enduit. Enfin, voilà, c'est vraiment une étape cruciale. Enlever les poussières et bien mouiller, ça va vraiment permettre à votre enduit de tenir. Pourquoi ou comment plutôt? Parce qu'il y a l'accroche mécanique qui est l'accroche l'accroche mécanique, donc ça n'a rien à voir avec les moteurs à explosion. C'est comment est-ce qu'un enduit ou comment est-ce qu'un matériau accroche sur un autre. Donc c'est en s'accrochant à toutes les rugosités, toutes les aspérités du support. Donc ça c'est l'accroche mécanique, comme un alpiniste qui, par exemple, voilà, qui est en train de gravir un sommet. Donc c'est plus facile sur un sommet rocheux que sur un sommet de glace. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de prise, il y a plus d'aspérité, il y a moins de surface lisse. Donc pour l'enduit, c'est la même chose. Il utilise ce côté mécanique pour s'accrocher avec les grains notamment qui seront dans le gopti, qui vont donner une accroche.
Et si, par exemple, il y a encore de la poussière sur le support qui a été mal nettoyé, eh ben, cette accroche mécanique va se faire directement sur la poussière. Du coup, ben, tu l'as bien compris, à un moment donné, ça va se casser la figure parce que ça aura bien tenu, mais ça aura bien tenu à la poussière et c'est pas ce qu'on attendait. À côté de ça, il y a aussi l'accroche chimique, donc ces deux points qui sont quand même importants, deux notions qui sont importantes à avoir en tête. Donc l'accroche chimique, elle fait que deux corps se collent l'un à l'autre. Ils ont un atome crochu, comme j'aime bien dire. Donc par exemple, le chewing-gum collera assez mal sur une vitre, et par contre, il collera bien sur autre chose, notamment sur un autre chewing-gum, parce qu'ils ont deux atomes très crochus. Donc pour enlever du chewing-gum de quelque part, il faut utiliser un autre chewing-gum usagé, et en tamponnant, on voit que ça marche très bien. Pour ce qui concerne les enduits et les murs, c'est un petit peu la même chose. Donc on essaye euh, d'avoir cette accroche chimique qui se fait. Alors c'est un petit peu, j'espère que c'est pas trop abstrait comme ça, mais retiens que voilà, tout ce qui est minéral tient mieux sur du minéral, donc la pierre ou la chaux, qui est finalement une pierre calcaire déconstruite, va tenir mieux sur un support qui lui aussi est minéral. Donc de la chaux tiendra mieux sur de la pierre que sur du bois. Voilà, est-ce que je voulais vraiment rentrer là-dedans tout de suite? Je suis pas sûr, mais je vais quand même terminer en disant que les raisons de cela, donc il y a ce côté d'atome crochu entre un matériau et l'autre qui va vraiment faire cette jonction. L'eau, elle, donc avec la brique par exemple, on va revenir sur l'exemple de la brique qui est pas assez humidifiée. Donc quand on va mettre son enduit sur un support en brique qui n'a pas été humidifié par exemple, le support en brique il va pomper toute l'eau qu'il y a dans notre enduit. L'eau qu'il y a dans notre enduit, c'est pas seulement de l'eau, c'est de l'eau mélangée à du liant, en l'occurrence mélangée à de la chaux. Donc il va pomper tout ça et puis il va quasiment ne rester plus que le sable sur la croûte de l'enduit, quoi. Donc je caricature un petit peu, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc si la brique elle pompe toute l'eau, et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et ben j'ai plus que la charge qui est le sable qui reste sur mon enduit et ça va tenir beaucoup moins bien. Donc on dit que la brique elle brûle l'enduit quand elle n'a pas été assez humidifiée, et parce que ça fait sécher beaucoup trop vite, ça fait tirer beaucoup trop vite. Donc le fait de bien mouiller la brique, eh ben, ça va permettre que cette accroche chimique fasse aussi son travail beaucoup plus calmement. Donc le Gopti, qui va être la première couche, va venir se poser sur la brique, et au lieu de que la brique lui pompe tout de suite toute l'eau, eh ben, il va rester humide, il va pouvoir sécher doucement, et en séchant doucement, s'incorporer doucement sur la surface de la brique et fusionner ainsi avec la brique. Donc là, c'est l'accroche chimique de la chaux sur la brique. Donc voilà pourquoi il faut bien nettoyer son support. Donc c'est vraiment un poste à pas négliger si on n'a pas envie de refaire tout le travail quelques semaines plus tard. Ensuite, on attaque avec le Gopti. Alors le Gopti, comme je dis, c'est un mélange très chargé beaucoup chargé en liant. On va dire 2 liants pour un sable, et c'est un mélange qui est très liquide. Donc le fait d'être liquide, ça permet vraiment de le projeter sur la surface, comme ben voilà, ça fait un gros splash quand on l'envoie sur la surface. C'est vraiment une première pellicule qu'on va mettre pour préparer cette accroche qui va venir, puisque derrière, on va mettre des plus grosses épaisseurs d'enduit. On a envie que ça tienne sur un support qui a vraiment une bonne accroche, une bonne complémentarité chimique. Donc pour le coup, ce sera chaud sur de la chaux, donc ce sera parfait. Donc cette première couche, elle vient vraiment pour faire, voilà, pour faire un film. Si on veut un film collant qui va tirer sur le support, qui va être là pour accueillir le reste de l'enduit. Donc c'est très important, parce que éventuellement, si on passait directement à la couche de corps, par exemple, eh ben, on pourrait se rendre compte qu'on met des épaisseurs un petit peu plus conséquentes, mais que si l'accroche est pas bien réussie, eh ben l'enduit va se décoller sous son propre poids. Donc c'est pour ça qu'on passe une première couche bien fine, bien liquide, pour être sûr de tout asperger et pour être sûr que voilà, qu'il n'y ait pas un seul recoin qui soit pas préparé à la pose de l'enduit de corps.
Donc voilà, je ne me souviens plus exactement si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le Gopti. Donc consistance, c'est un peu pâte à crêpes. Voilà, on le projette à la truelle. Si tu as une taloche qui est un petit peu plus grande que les autres, ben, tu peux l'utiliser pour mettre l'enduit. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Ça me va bien. Et, euh, et voilà, ça évite de s'en mettre partout. Donc ouais, tu t'étonnes pas avec le Gopti, on s'en met un petit peu partout, mais c'est comme ça. Une fois que la passe de Gopti est posée, donc on va la laisser tirer un petit peu. On peut au moins laisser une journée, hein, que ça tire, que ça tire bien en surface. Encore une fois, l'épaisseur est pas conséquente, donc ça devrait quand même aller assez vite. Mais en tous les cas, il faut bien ça ou sinon plus, hein, pour être sûr qu'on peut continuer avec les autres couches. Donc une fois que c'est fait, on est revenu sur le chantier, on va passer la couche de corps. La couche de corps, elle sert principalement à homogénéiser un petit peu la surface. Donc si c'est un mur, par exemple en briques ou en pierre maçonnée, eh ben, il y a beaucoup de creux, il y a des joints. Donc tous ces joints-là, on n'a pas envie de les voir apparaître sur l'enduit de finition, donc il va falloir les boucher. Si c'est un mur en pisé, par exemple, là aussi souvent on retrouve des fissures assez conséquentes, donc il va falloir y aller, vraiment bourrer à l'intérieur pour homogénéiser la surface, grossièrement, non? Et ça, c'est la préparation pour la pose de l'enduit de finition. Donc notre enduit de corps, lui, il va vraiment être là pour faire une passe, une première passe. Des fois, on peut mettre deux passes d'enduit de corps, hein, ça arrive, hein, quand le mur est vraiment en mauvais état, donc on prend une première passe pour vraiment boucher les gros trous, et puis une deuxième passe pour pour se faire une surface à peu près correcte pour l'enduit de finition. Euh, Cet enduit, il est, comment dire, le mélange, oui. Donc c'est 1 pour 3, c'est une dose de liant, en l'occurrence la chaux, pour 3 doses de charge, en l'occurrence du sable. Donc, euh, donc voilà, ce qui est important à savoir aussi, c'est que le sable qu'on va mettre dedans, il va falloir qu'il respecte une certaine granulométrie. Donc il y a des sables qui sont des mélanges, si on veut, assez homogènes de différentes tailles de grains de sable. Et nous, c'est ce qu'on recherche parce qu'on veut un maximum de contact entre tous les grains de sable. Donc on veut qu'entre deux gros grains de sable, entre trois gros grains de sable, il y ait l'espace pour mettre un autre plus petit grain de sable. Et que dans l'espace entre ces contacts, il y a encore la place pour mettre d'autres grains de sable encore plus petits. Donc ça, c'est la granulométrie qui est à respecter et qui va complètement changer la résistance de notre enduit. Donc voilà, si on a, enfin voilà, c'est vraiment pour une accroche, enfin pour une résistance mécanique, il faut que la granulométrie soit optimisée. Il arrive même que dans les grands chantiers, quand ils font des ciments, par exemple pour faire des grands ponts, des choses comme ça, ils insufflent de la poudre de silicium. Donc c'est carrément pour pouvoir boucher jusqu'au dernier pore, pour que ce soit pas le liant qui fasse du remplissage, c'est que pour la plupart des pores soient bouchés par un minéral. Donc voilà, c'est important de le savoir. Je le dis notamment pour la couche de finition et pour la couche de corps. Euh, D'une manière intéressante, c'est pas très important pourquoi? Pour la passe de Gopti. Et pourquoi? Parce que pour la passe de Gopti, lorsqu'on va chercher, c'est une accroche mécanique. Donc les grains de sable, le seul rôle qu'ils vont avoir, c'est vraiment faire une aspérité sur la surface de l'enduit. C'est-à-dire que l'enduit soit pas lisse. Et là, en l'occurrence, si on a tous les grains de sable qui sont à peu près, qui sont de la même grosseur, donc plutôt des gros que des petits, gros, je dis, voilà, 0,2 mm, c'est plus 0,2, 0,4, c'est plus intéressant non, je dis une bêtise, pardon. Non, ouais, c'est à peu près 1 mm ou un demi-millimètre de diamètre pour le Gopti. Et, euh, et voilà, c'est plus intéressant parce que derrière, il y aura une plus grosse accroche. Donc là, on n'a pas envie de quelque chose d'homogène, on a envie de quelque chose de très rugueux. Et de toute façon, il y a beaucoup de liant, il y a beaucoup de chaux, donc c'est ça qui va faire l'accroche dans un premier temps. Donc voilà, pour le Gopti,
c'est pas grave la granulométrie. Au contraire, si on a tous des grains de sable qui sont de la même grosseur, c'est plus intéressant. Mais par contre, pour l'enduit de finition et pour l'enduit de rebouchage, donc l'enduit de corps, là on veut que ce soit vraiment optimisé. Donc si une manière d'optimiser encore plus, c'est de rajouter par exemple de la poudre de marbre dans son sable. Donc la poudre de marbre, c'est vraiment des micro millimètres. Donc voilà, c'est très fin. Et puis et ça va très bien pour les petits chantiers qu'on a. Voilà, on n'est pas en train de construire des aqueducs non plus. Donc voilà, la couche d'enduit, je pense que la couche d'enduit, ça y est, je commence à me mélanger les pinceaux. Donc la couche de corps, je vous l'ai dit, c'est une couche pour bien homogénéiser tout le support. Normalement, quand on a terminé, que la surface est quasiment plane. Après, ça dépend voilà, des goûts de chacun, ça dépend de l'état du mur aussi. Il y a des murs qui sont arrondis, donc là voilà, on va essayer de suivre un petit peu l'arrondi du mur. On n'est pas obligé toujours d'avoir quelque chose de complètement d'aplomb et de complètement et de super plan, mais dans l'idée, c'est que la couche de corps, vraiment, elle nous a permis de faire une première passe qui est quasiment terminée, mais juste pas assez jolie. Donc on ne l'a pas excessivement travaillé, on l'a taloché, donc on a mis l'enduit, on l'a posé on l'a projeté à la truelle, ou bien on l'a posé à la lisseuse. Donc en règle générale, on projette à la truelle, on écrase éventuellement un peu à la lisseuse pour mettre plan, et puis après on passe à la taloche derrière. Donc voilà, on est allé jusqu'à la phase de talochage grossier, comme encore une fois, il y a des grains plus gros dans la couche de corps. Donc ah ça je l'ai pas dit, tiens, ouais, il y a des grains plus gros, donc la couche de corps, voilà, on peut mettre du 0,4. Les grains de sable sont un peu plus gros. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de charge et il y aura plus de masse. Donc ça nous fait gagner un petit peu de temps. Voilà, pas seulement du temps d'ailleurs. En général, on dit que que la taille de l'épaisseur d'enduit maximale doit être 1,3 à 1,5 fois l'épaisseur ou le diamètre du plus gros grain. Donc si on a des grains qui font jusqu'à 4 mm, ce qui va être le cas avec l'enduit de finition, on sait qu'on peut aller jusqu'à donc 0,4 cm. On sait qu'on peut aller jusqu'à 0,6 cm. Voilà, grosso modo. Donc voilà, si on dépasse ça, encore une fois, il y a un problème de solidité. Si on fait une couche qui est très très épaisse, qu'on a par exemple des grains, la taille maximum des grains qui fait 4 mm, et qu'on va aller poser 1 cm de couche de finition, de couche de corps, et ben ça va superposer les grains et pas comme on le voudrait. Donc voilà, on va perdre en résistance. Une fois que notre belle couche de corps a été posée, on va laisser tirer ça correctement, parce que là, normalement, il y a une belle épaisseur. Donc, on va laisser tirer ça correctement quelques jours. Ça dépend toujours du temps. Donc, voilà, si c'est l'hiver, qu'il pleut dehors, que l'humidité est au taux maximum, ça va prendre beaucoup plus de temps à tirer à cœur que si c'est l'été et puis qu'on est en plein cagnard, quoi qu'il y a plus d'humidité en été, mais que si c'est l'été qu'il y a beaucoup de vent. Mais en tous les cas, ce qu'on veut être sûr, c'est que la couche de corps soit bien sèche à cœur, c'est-à-dire dans les endroits où il y a les plus grosses épaisseurs, il faut que ce soit sec. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que comme il y a beaucoup d'épaisseur, il va y avoir une fissuration qui va se faire. C'est tout à fait naturel. Donc, malgré le fait qu'on puisse fibrer la couche de corps, donc ça je l'ai pas dit, mais s'il y a des grosses épaisseurs, on peut fibrer avec du poil de cochon ou de la filasse de chaux ou voilà, il y a différents matériaux naturels avec lesquels on peut faire ça. C'est pas une blague, hein, le poil de cochon. Et donc voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais grosso modo, j'imagine que c'était qu'il va y avoir des fissures qui vont se faire, surtout s'il y a de l'épaisseur. Donc ça, c'est assez normal. Mais ce qu'on voudrait pas, c'est que par exemple, si on passe notre couche de corps, qu'on la laisse pas tirer à cœur, et qu'après on passe notre couche de finition, et que la couche de corps, elle continue de sécher, donc de tirer, et qu'elle fissure, et ben en fissurant, elle va tirer sur notre couche de finition qui va elle-même fissurer aussi. Donc on n'a pas envie que les fissures de la couche de corps soient transmises aux fissures de la couche de finition. Et c'est pour ça qu'on va vraiment la laisser tirer à cœur.
Quand c'est fait, on revient sur notre petit chantier et puis on attaque la couche de finition. Alors, couche de finition ici, ce qui est important, c'est que l'épaisseur va être vraiment minimale. Donc là, on va aller sur du sable 0 à 2 mm pour avoir une couche de finition qui fasse 3 mm maximum. Et on va changer par contre de matériau. Alors jusque-là, on utilisait de la chaux hydraulique, que ce soit pour le GOPTI ou pour l'enduit de corps. Mais pour l'enduit de finition, on va utiliser la chaux aérienne, qui existe en poudre ou en pâte. Pourquoi est-ce qu'on passe à la chaux aérienne? Parce elle est plus souple, la chaux aérienne, elle est plus facile à travailler, elle est plus belle, elle est plus blanche, et voilà, elle a tous les intérêts tous les intérêts, on va dire, esthétiques, et c'est vrai qu'elle est aussi un petit peu moins solide, puisque sans rentrer dans les détails, voilà, la chaux aérienne a une concentration d'argile dans le calcaire ou de silicium d'argile qui est pas la même que la chaux hydraulique. Donc la chaux hydraulique est plus résistante par exemple à la pression que la chaux aérienne, mais là en l'occurrence on n'a plus besoin que l'enduit soit très très solide puisque le corps d'enduit est là et fait le boulot. On a besoin que l'enduit soit juste assez solide et pour ça la chaux aérienne fait très bien le travail. En plus elle se colore assez bien étant donné qu'elle a une belle couleur blanche, donc voilà, on peut la colorer en faisant des petits tests avant avec des pigments ou d'autres colorants naturels. Cette couche de corps, elle va être appliquée à la lisseuse principalement. Donc je rappelle que l'enduit de corps a été projeté à la truelle, lissé rapidement et taloché en surface. Donc là, on va plutôt prendre notre enduit de finition qu'on va déposer sur la lisseuse et on va faire des passes à la lisseuse qui vont être belles et homogènes. La difficulté, ça va être eh bien qu'il va pas falloir que les raccords se voient. Donc il va falloir faire des plaques, on va dire des surfaces d'environ 1,50 m, 1,5 m², 2 m² maximum pour d'enduit avant de faire une autre. Donc c'est comme un patchwork. On va commencer en haut à gauche, après en haut à droite, après en bas à gauche, après en bas à droite, après tout en bas à gauche et tout en bas à droite. Et il va falloir que ces différents patchworks, ils rentrent bien en cohésion les uns avec les autres, parce que si on met de la chaux aérienne fraîche sur une chaux aérienne qui a déjà tiré, qui a déjà fait de sa prise, et ben les raccords vont se voir à la fin. Donc ça se corrige, il n'y a pas de problème, on peut faire un badigeon après pour corriger un petit peu et que les raccords se voient un petit peu moins, mais dans l'idée, on va faire en sorte de poser de la matière fraîche sur de la matière fraîche. Donc le patchwork, le carré de patchwork qu'on a fait juste avant aura pas tout à fait tiré quand on va poser l'autre à côté pour qu'on puisse les fusionner ensemble. Donc voilà la difficulté un petit peu avec la chaux aérienne, difficulté qu'on retrouve pas avec les enduits à l'argile, puisque l'enduit à l'argile on peut les remouiller indéfiniment et du coup ils arrivent à se fondre ensemble, ce qui n'est pas le cas d'une chaux qui a tiré. Donc une petite astuce, c'est de bien vaporiser, c'est de bien humidifier les plaques ou les carrés de patchwork qu'on a déjà mis en place avec la chaux aérienne. Comme ça, le fait d'humidifier, ça permettra de tirer un petit peu moins vite et on aura le temps de venir pour faire les retouches au niveau des raccords. Donc tout ça à la lisseuse, comme dit, et selon la finition qu'on souhaite, alors où on va talocher, où on va rester sur la lisseuse. Donc si on reste avec de la lisseuse en tirant l'enduit assez, ça va faire quelque chose de très lisse, de pas poreux. Si on finit à la taloche, là on va avoir un rendu qui est un petit peu plus rugueux, un petit peu plus brut. Il va falloir faire attention à ce que les grains de sable, par exemple, fassent pas des fusées dans l'enduit. Donc ça arrive de temps en temps qu'on ait un grain de sable qui vienne nous faire une traînée parce qu'on est en train de passer la taloche. Donc là, il faut ou les enlever ou arriver à les incorporer dans l'enduit en forçant un petit peu. Mais voilà. Donc pour les finitions talochées, on passe avec la taloche la grande, on passe ensuite avec la taloche la petite, et au besoin on passe avec encore une plus petite taloche pour faire ne serait-ce pour faire certaines zones qui sont peut-être pas planes, qui sont peut-être un petit peu creuses ou un petit peu arrondies. Donc une mini taloche, ça fait bien le boulot. Moi j'aime bien.
Donc voilà pour la pose de l'enduit de finition. Alors voilà pour ce premier podcast. Donc, comme dit, j'ai survolé le sujet. C'est pas un sujet qui est évident à traiter à l'oral. Ce serait peut-être plus parlant avec une vidéo. Enfin, j'en suis certain, ce serait beaucoup plus parlant avec une vidéo. Mais en tous les cas, voilà, ben, ça a été fait. N'hésite pas, si tu as des questions, à les laisser dans les commentaires pour que je puisse y répondre, encore une fois, directement ou indirectement. Ça me ferait plaisir. Sache aussi que si tu es intéressé par la construction en terre crue et la construction en terre en règle générale, j'ai le PDF qui est téléchargeable sur mon blog qui concerne tout le patrimoine en terre crue en France. Donc il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Il y a Lyon qui est constitué, qui a des quartiers entiers qui sont faits en pisé. Il y a les colombages en Alsace, il y a la Bauge en Bretagne. Et plus encore. Donc voilà, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de maisons et de très belles maisons qui sont faites en terre et dont on n'a aucune idée. Alors, si tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas à télécharger ce bonus, hein, ce fascicule sur mon site faisonslemur.com. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Comme dit, j'ai brossé le sujet, je verrai bien ce que ça donne. Je ferai certainement des podcasts qui sont vraiment dédiés à chaque couche au fur et à mesure. Je en ferai certainement un aussi sur l'argile. Et puis voilà, j'ai presque tout dit. Donc je te laisse. Encore merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis je te souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, une très belle semaine, une belle année et une belle vie. Pourquoi pas. Je t'embrasse et puis un de ces quatre. Ciao ciao.